Ça fait plusieurs épisodes qu'on a commencé à vous parler du modèle Corsair. Puis il n'y a pas très longtemps, on a même fait un épisode sur le quartier maître dans les entreprises Corsair. Un épisode qui était très populaire. Là maintenant, Maurice, il existe d'autres rôles, comme par exemple celui du capitaine qui intrigue beaucoup. Ouais, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur pour le job. Là. Peut-être. Mais à la demande générale, il nous fait plaisir de mettre l'avant le fameux rôle du capitaine dans notre approche Corsair. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Olivier et Maurice, vos deux pirates barbus, ne voulaient surtout pas entendre « Génial, le capitaine, ça c'est un rôle pour moi, n'est-ce pas ?» Ils ont développé l'approche Corsair, un modèle organisationnel inspiré du passé pour créer les organisations du futur. Voici leur histoire. Capitaine Clueless comme capitaine, ça c'est un capitaine qui va avoir un malencontreux accident. Oui, il va avoir une promotion où il sera le gouverneur d'une île déserte de quelques mètres carrés. S'il est vraiment pas fin, ça se peut que l'île soit sous le niveau de la mer. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Capitaine Clueless, c'est le nom de la voix méchante là, dans notre introduction. Hein? Capitaine Clueless prédate GoPirate de plusieurs années. Ouais, donc c'est un très mauvais gestionnaire de mon cru, qui ressemble un petit peu au Capitaine Haddock. Aujourd'hui, chers pirates, le rôle du capitaine dans le modèle Corsair, un modèle qui vient de nous, surtout de lui. Lui a un cerveau, moi j'ai la bouche. C'est ça. Tu connais ta place, moi j'aime ça. Oui, voilà. Donc, Capitaine Lefebvre, vous qui avez de la graine d'historien, comme je ne cesse de le répéter, vous allez vous faire un plaisir de nous raconter les capitaines de l'époque, les capitaines d'aujourd'hui et les capitaines, essentiellement de demain. Et oui. Une chose qui est importante avant qu'on commence. La plupart des gens qui nous demandent « le rôle du capitaine, est-ce que c'est un tel ou est-ce que c'est un tel? » C'est pratiquement tout du monde qui sont en train de parler de leur propre rôle. Est-ce que c'est moi le capitaine là-dedans? Yes! On voudrait tellement tous être capitaine. Mon rôle ne change pas, je reste en charge, c'est moi qui décide. Écoutez-vous. Vous allez voir, le rôle du capitaine est légèrement plus subtil que ça. Oui, vous allez devoir prendre des décisions. Oui, vous allez être en charge de plein de choses. Mais le rôle du capitaine, c'est un rôle dans lequel vous arrêtez d'être imputable pour des décisions que vous n'avez pas prises et du travail que vous ne faites pas. C'est bien, hein? Mais il y a une contrepartie à ça. Donc, comme pour le rôle du quartier maître, c'est un rôle qui est complexe, qui est essentiel, puis qui va vous demander de vraiment être un leader. Par la musique. Quelle musique? On aurait dû avoir de la musique, là, ça aurait été super badass. J'en mettrai. À mesure que tu parles, là, les deux, là, dun, 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 dun. OK. Merci pour cette envolée épique, Maurice. Comme vous le savez, le modèle Corsair est basé en bonne partie sur ce que les pirates faisaient au début du 18e siècle. Bon, les corsaires étaient un peu comme des pirates, mais c'était des pirates au service de la royauté habituellement, ou du moins quelqu'un de très très haut placé. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas libres? Parce que là, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais que les corsaires et les pirates, c'est pas la même chose. Là, tu dis que vous êtes des pirates, mais là, tu parles de corsaires. Donc, il m'a dit, est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? C'est effectivement pas la même chose. Cette personne-là aurait déjà la réponse à sa question, c'est d'écouter nos podcasts. Fait que je sais pas t'es qui, mais allô! Non, effectivement, c'est pas la même chose. La grosse différence entre les deux, c'est que c'est simple. On peut voir un pirate comme un entrepreneur indépendant. Qui en avait un ras-le-bol de travailler pour quelqu'un d'autre, qui est parti lui-même en affaires, comme un pirate prend son propre bateau. Exact. Un corsaire, c'est plus proche d'un mercenaire. Il y avait plusieurs types différents. En fait, souvent, tu peux être 2 ou 3 types à la fois. Donc, les corsaires, la grande différence, c'est qu'il y avait un permis qui s'appelait une lettre de marque qui définissait qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et qu'est-ce qu'ils pouvaient ne pas faire. Puis souvent, ils avaient 1 ou 2 missions de rentrer à l'intérieur de ça. Donc, on avait certains corsaires qui étaient essentiellement des pirates avec un permis. C'est va, attaque tous les navires de telle nation parce qu'on est en guerre avec eux autres. Donc, c'est une bonne façon pour augmenter le nombre de vaisseaux dans la marine sans nécessairement avoir à payer pour. Puis, en échange de ce droit-là, tu dois à la couronne une partie du trésor que tu captures. Ça, c'est le corsaire typique.
Maintenant, tu as les corsaires explorateurs. Donc, ils recevaient une lettre de marque pour aller explorer dans des endroits où normalement il n'y aurait pas le droit d'aller. Parce qu'il faut comprendre qu'il y avait plein de monopoles à l'époque. Donc, des monopoles au sein d'un même pays, puis des monopoles internationaux, donc entre plusieurs pays. Ce qui fait dire, par exemple, que tout l'océan Pacifique appartenait aux Espagnols. Ce que, naturellement, personne n'a respecté. Puis, à la place, nommait des corsaires pour y aller. Donc, ils avaient l'opportunité de pouvoir y aller et, si possible, capturer des vaisseaux espagnols bourrés d'or pendant qu'ils faisaient ça. Il n'y avait pas nécessairement le porte-étendard du pays qui les embauchait là, en ce moment. Des fois, oui. Des fois, non. Ouais. Ça dépend. Okay. L'idée étant toujours qu'ils vont être marqués comme étant corsaires, donc il y a toujours une possibilité pour la monarchie qui les emploie de pouvoir nier ou de pouvoir dire qu'ils ont dépassé les termes de leur entente. Ce message s'autodétruira et si vous êtes capturé, on niera votre existence. Genre. Mais les corsaires ont donné beaucoup de choses. Prenez par exemple William Dampier, qui était un corsaire très connu en anglais, qui essentiellement était un explorateur, mais qui a fourni tout le matériel, toutes les descriptions de nouveaux animaux, incluant ce qu'il goûtait. Lire son journal personnel, c'est super intéressant. Parce qu'on voit, il trouve une nouvelle île, trouve une nouvelle sorte d'animaux, va les dessiner, va les décrire et va en manger. Wow, TripAdvisor triperait là-dessus solidement. Mais l'idée, c'est que ça l'a servi de base au Collège royal pour toutes les sciences de la biologie. Et à peu près un siècle et demi après, Charles Darwin utilisait encore le journal de Dampier pour vouloir aller visiter un endroit ou un autre. Même chose pour ces descriptions des différents courants marins entre telle île et telle île, à un endroit à l'autre bout du monde complètement. Ces journaux ont été utilisés jusqu'au début du 20e siècle. Donc, tu sais, tu vas faire des choses vraiment intéressantes. Oui, c'était essentiellement stratégique, probablement, ce genre d'exploration-là. Absolument. Et ça a servi l'humanité après ça. Exact. De manière incroyable. Donc, les corsaires sont un peu comme des pirates dans le sens où ils ont une certaine liberté que la marine marchande ou la marine militaire n'ont pas. Ça, c'est la première caractéristique. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir agir par eux-mêmes. C'est sûr qu'ils ont leur ordre de mission, mais leur ordre de mission est à haut niveau. Puis c'est un encadrement plus qu'autre chose. Le roi d'Angleterre venait pas sur le bateau leur dire comment faire. Là. Exact. Mais contrairement à la marine militaire, par exemple, où la chaîne de structure est extrêmement rigide. Ouais. Donc là, c'était... ils avaient la liberté de faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais c'était aussi... Les corsaires recevaient leur lettre de marque. C'était donné à un individu. OK? Donc, c'est à cet individu-là de devoir armer un bateau. Donc, il passait souvent par un armateur, le nom vient de là, qui allait leur fournir un navire, fournir l'équipement, fournir la nourriture qu'il va avoir. Donc, il investissait dans l'expédition en échange d'avoir une partie des revenus. Donc, ce qui veut dire que les corsaires étaient aussi une forme d'entrepreneurs. Mais c'est des entrepreneurs qui travaillent pour un sponsor. Ouais, OK. Un autre point important que les corsaires avaient avec les pirates, c'est qu'il y avait une notion de partage des bénéfices à l'interne. Donc oui, ils ont des sponsors, puis il y a une partie des gains qui vont aller aux sponsors. Mais le reste était séparé dans l'équipage. OK, il y avait les mêmes règles que les pirates, dans le fond, Presque. Souvent, les capitaines, qui étaient eux qui avaient la lettre de marque en majeure partie, on va en parler un petit peu tantôt, avaient tendance à avoir beaucoup plus que ce qu'un capitaine pirate allait avoir. Un autre point, beaucoup des navires corsaires élisaient quand même leur capitaine. C'était pas obligatoire parce que, comme je l'ai dit, dans la plupart des cas, c'est le capitaine qui arrivait avec la lettre de marque. Si vous voulez travailler, les petits gars, c'est lui qui les embauchait. Si vous voulez travailler, vous m'élisez. Mais un capitaine corsaire intelligent sait bien que dans un voyage, un accident est très très vite arrivé. Il y avait plusieurs capitaines corsaires qui oubliaient dans quel genre d'environnement ils évoluaient, puis qui tombaient par-dessus bord, mangeaient une balle lors d'une bataille qui n'était pas répertoriée en nulle part, ou s'étouffaient malheureusement sur un os de poulet. Ce qu'on voit beaucoup dans les écrits aussi, c'est il a attrapé une fièvre et il est mort tellement vite qu'on n'a rien pu faire. J'avais demandé si ça arrivait à glisser sur une peau de banane sur la planche. Les pirates qui passaient le monde à la planche, c'est un mythe. Je sais. C'est pour ça que je voulais que tu le réfutes. Okay. Merci.
Walk the plank, c'est de la fantaisie. Ben, c'est peut-être déjà arrivé, mais c'était pas avant le 19e siècle. On ne tombera pas là-dedans. Non, on tombe pas là-dedans. Donc, le fait est, c'est en bonne partie comme des pirates, mais en même temps complètement différent. Donc, la raison pour laquelle on parle des corsaires, quand on parle de notre modèle de corsaire, c'est que ce sont des gens qui veulent agir un peu comme des pirates, mais qui ont quand même un sponsor, un patron, quelqu'un qui est dans le sens patron ancien du terme. Donc, Patron. c'est ça, patron en anglais. Donc, c'est quelqu'un qui va payer pour vous permettre de faire vos activités. Dans ce sens-ci, souvent, il va armer votre navire, il va vous donner la permission, etc. Oui. Donc ça correspond à ce qu'on peut voir en entreprise. Dans une entreprise très progressiste, où les équipes sont essentiellement autonomes, ben, on a quand même la direction qui va lui donner un ordre de mission puis qui va délimiter le cadre d'activité. On parle de sponsor, là. Ouais. OK. J'ai déjà eu, moi, ça, dans une entreprise. Quelqu'un qui son titre, là, il en change. Il voulait pas avoir product owner. C'est sponsor. J'ai des budgets, puis je vais vous aider comment faire en sorte d'apporter le plus de valeur pour le budget que vous avez. C'est quelqu'un qui avait compris le principe. Ouais. Donc, dans les entreprises aujourd'hui, c'est qui le capitaine? Là, on s'entend, comme on l'a dit tantôt, de façon traditionnelle, même chez les corsaires, on avait tendance à élire le capitaine, même si c'était souvent déjà déterminé. Ouais. Mais aujourd'hui, en entreprise, bien souvent, il est nommé par le sponsor. Donc, c'est quelqu'un qui est embauché pour avoir ce genre de rôle-là. Est-ce que ça rend son rôle moins légitime? Oui. Je l'ai dit aussi pour les quartiers-maîtres, c'est la même chose. Un quartier-maître qui est nommé par la direction a beaucoup plus de difficultés à faire son travail parce qu'il n'est pas considéré comme légitime par l'équipe. Ou ça va prendre du temps. C'est ça. Peut-être qu'il sera un jour. Si vous voulez transformer votre organisation dans cette direction-là, assurez-vous que soit l'équipe nomme qui est-ce qui va être le capitaine ou participe à son embauche. Ça, j'aime ça. Parce que ça, c'est possible dans le cadre actuel qu'on n'aime pas beaucoup changer. Oui. Si ce n'est pas le cas, ben votre capitaine va devoir se démarquer puis être montré comme étant un digne de confiance. Ce qui n'est absolument pas le rôle de la plupart des gestionnaires aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour prouver à l'équipe que l'équipe devrait avoir confiance en eux autres. Ils sont là pour extraire le maximum de valeur de l'équipe. Le capitaine n'est pas là pour extraire de la valeur de son équipe. Il est là pour atteindre sa mission. Il y a un but, c'est là qu'il faut aller. Puis son équipe, c'est elle qui va faire le gros du travail. Le rôle du capitaine, c'est de supporter son équipe. Donc, on parlait de servant leader avec le quartier-maître, on en parle beaucoup, c'est à la mode de ces temps-ci. Les gens qui n'aiment pas cette approche-là vont juste dire il y a plusieurs styles de leadership et ça donne que c'est pas le mien. Moi, j'ai le style jackass. Excuse. Noble chef de guerre auquel il faut absolument obéir et donner sa loyauté totale. Oui. Ah. Mais tu sais, le rôle de capitaine corsaire ou pirate, c'était tout le temps d'assurer la prospérité du bateau. Là. C'est la seule façon que tu as pour garder ta tête. Ouais. Donc, dites-vous, c'est la même chose pour vous. Okay? Aujourd'hui, on voit souvent un gestionnaire que son rôle, c'est de s'assurer que le travail se fasse de la façon dont la direction a décidé que ça devait être fait et de punir ceux qui ne le font pas pour qu'ils comprennent c'est quoi le meilleur intérêt. Si vous faites ça, vous n'aurez jamais le respect de votre équipe. Votre rôle doit faire que votre équipe arrive à gagner. Okay? S'il y a quelque chose qui les ralentit, s'ils ont des difficultés, votre rôle est d'enlever ces difficultés-là, de les aider à passer au travers des bloquants, d'aller créer des ponts là où il n'y en a pas. De les élever aussi dans leurs compétences, dans leur potentiel. Vous voulez avoir la meilleure équipe au monde. Puis comme on l'a déjà dit quand on parlait des pirates et puis des corsaires, puis qu'on l'a dit quand on parlait des quartiers-maîtres, une équipe d'élite, une équipe championne qui va aller, qui est innovatrice, qui a rien qui va réussir à arrêter, est une équipe que vous serez absolument incapable de contrôler parce que si vous essayez de la contrôler, vous êtes un élément qui tentez de l'arrêter. Puis comme on vient de le dire, leur spécialité, c'est d'ignorer ça puis de passer par-dessus. C'est pas ce que vous voulez avoir. C'est beau. J'ai une petite larme. C'est la différence entre l'autonomie puis le chaos. C'est le fait qu'il y a un capitaine en place puis que son rôle est de ramener tout le monde à l'ordre. Pas dans le sens tu fais pas ça, c'est pas ta job, mais dans le sens les gars, les filles, la mission c'est ça.
Est-ce qu'on est toujours sur la mission? Est-ce qu'on livre de la valeur en direction de la mission ou on est en train de se perdre? C'est ça votre rôle. Être un phare dans la nuit. Exact. Donc, un peu comme on a fait avec les quartiers maîtres dans l'autre épisode, on va regarder, y a-t-il des équivalents aujourd'hui au rôle de capitaine de l'époque? J'aimerais vous dire non, mais c'est pas vrai. Il y en a, c'est juste qu'il faut qu'ils revoient essentiellement ce qui définit leur rôle. Ouais. Okay? Mais si on regarde les gestionnaires de projet ou les gestionnaires de département, les directeurs, vous êtes dans des rôles qu'on pourrait définir comme des rôles de capitaine. En fait, certains directeurs ont plus des rôles de commodore, c'est-à-dire qu'ils sont des capitaines de capitaines. De flotte. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, vous êtes dans le genre de rôle qui se traduit par un rôle de capitaine. Donc, c'était à vous de transformer ce que vous faites et c'est faisable. On l'a vu, on l'a fait, on a aidé des gens, on les a accompagnés à se rendre jusque-là. Dans des environnements, des fois, qui étaient très, très, très traditionnels, ils ont été capables de faire le changement parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils pensent. Le fait est, vous êtes le genre de personne qui va être un capitaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez être un bon capitaine, mais vous avez le genre de rôle ou du moins vous avez la position pour l'être. Le capitaine, essentiellement, va faire beaucoup de négociations, comme chez les pirates. Ça va se faire autant avec en haut qu'avec en bas, si je peux me permettre cette verticalité-là. Mais oui. Donc, il va avoir des relations avec la direction, des relations avec l'équipe. Donc, c'est quoi la différence entre le capitaine que nous, on apporte, puis ce qu'on connaît aujourd'hui dans la relation avec la direction? OK. La grosse différence, puis il y en a beaucoup qui vont dire, ben, c'est déjà ça que je fais, c'est correct. Okay? Vous avez le droit d'être bon. Oui. La grosse différence, c'est que aujourd'hui, ces postes de gestionnaire-là sont des postes de contrôle. Okay? Votre travail est de prendre les ordres qui viennent d'en haut et s'assurer qu'ils soient exécutés en bas. Il est distribué. Oui, c'est ça votre travail. Puis la deuxième partie de votre travail, c'est d'être blâmé quand c'est pas le cas. Donc vous êtes blâmé pour les décisions que vous prenez pas puis du travail que vous faites pas. Le rôle de capitaine dans un modèle corsaire est un tout petit peu différent. C'est lui qui va prendre l'objectif de mission, puis c'est lui qui va s'assurer qu'on aille vers ça puis qu'on garde le cap. Ce qui veut dire que la différence de relation avec la haute gestion, c'est que si l'objectif n'est pas clair, ou si le bac à sable n'est pas clair, c'est quoi les limites, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, il n'aura de cesse avant que ce soit bien défini, parce que sinon, il sait très bien que c'est impossible pour lui de mener son équipe à la victoire. Okay? Il doit comprendre c'est quoi l'objectif, c'est quoi le gain qu'on veut avoir. Pas juste avoir des ordres à exécuter, là. Pourquoi on a ces ordres-là plutôt que d'autres. Okay? L'idée, c'est que tu comprends le gain. Après ça, le capitaine a l'autonomie pour travailler avec son équipe puis trouver la meilleure façon pour livrer de la valeur vers cet objectif-là. C'est plus de l'exécution, là. C'est pour être aussi autonome que le reste de l'équipe parce que le capitaine fait partie de l'équipe. Contrairement à un gestionnaire qui est souvent à l'extérieur, le capitaine est un membre de l'équipe. C'est la vie à la mort avec le reste de l'équipe. Vous gagnez ensemble ou vous perdez ensemble. Donc ça, c'est la première grande différence. La relation avec la haute direction est similaire, mais suffisamment différente pour que ça vaille la peine de le préciser. Quand tu parlais de... C'est important de comprendre pourquoi on a ces ordres-là plutôt que d'autres ordres. C'est super important, puis c'est le genre de question qu'on ne pose pas souvent. Mais quand tu dis ça, la seule affaire que j'entendais dans mon cerveau, c'était Capitaine Clueless qui disait « Est-ce que tu quartières de mes ordres, soldat? » Ben, le rôle d'un bon capitaine, c'est de dire oui, oui. Parce qu'avec l'information que j'ai, c'est les mauvais ordres, puis on n'arrivera pas à te donner ce que tu veux. Fait, je crois à cette entreprise, je crois à son épanouissement fiscal, j'aime ça. Donc, pour être en mesure de s'assurer qu'on soit dans un environnement prospère, parce qu'un environnement prospère va donner plus de liberté à tout le monde. Okay? Pour qu'on soit dans un environnement prospère, change tes ordres parce qu'ils sont pas bons. Pas facile à dire, ça. Dans tous les contextes. Ça prend des couilles. Des gonades. Pour rester non-genré. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais c'est ça que ça prend. Mais quand vous commencez à le faire, vous allez voir non seulement que c'est libérant, mais c'est aussi à l'avantage de tout le monde. Okay? C'est à l'avantage de la personne de direction qui, dans le fond, ne comprend pas ce qui devrait être fait, de juste finir par dire ben, ce que j'aimerais atteindre, ce serait ça, puis d'avoir un capitaine qui est suffisamment un bon officier pour lui pour dire t'inquiète, mon grand, je m'en occupe. Ouais. Et c'est le genre de relation que vous voulez avoir. C'est le genre de relation à dire voici mon besoin, maintenant
qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour me le donner? Qu'est-ce que tu proposes? Ouais. Puis quand on va parler, on va faire une émission aussi sur les patrons, sur les sponsors, qui va être la haute direction en bonne partie. Ou la monarchie, dans chez les pirates. Sur comment t'adresser justement à tes capitaines et puis à tes équipes. Comment les supporter correctement. Donc ça, c'est la direction. Ça, c'est la relation avec la direction. La relation avec l'équipe maintenant. Et comme je l'ai dit, vous êtes tous dans le même bateau. Hein? Considérez que vous vivez ou vous mourrez ensemble. Si quelqu'un a à être puni, soyez tous punis. C'est pas à vous autres de punir l'équipe. Soyez tous punis. Mettez-vous vous-même dehors. J'allais dire, vous êtes tous dans le même bateau, qu'il flotte ou non. Donc, la relation que vous devez développer avec votre équipe, c'est une relation de support, mais en même temps, c'est pas une relation tout le monde il est beau, il est gentil. Hein? On a souvent ça comme argument contre le servant leadership. C'est « Ah, mais moi, je suis pas mou comme ça, tu sais, mais il a besoin d'un petit peu de punk pour être motivé. » Écoutez, un bon capitaine, comme on le dit pour le quartier maître, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à distribuer des claques de la même façon qu'il va distribuer des tapes dans le dos. Sauf que dans une organisation corsaire, le capitaine ne distribuera pas les claques. Il va parler au quartier maître. Tu sais, Maurice, il y a moyen de ramener l'équipe à l'ordre sans avoir à distribuer des claques. Ça, c'est Parce que j'ai été un gestionnaire bienveillant, à ton grand dent. On expliquera pourquoi un autre jour. Mais l'idée, c'est que, tu sais, quand l'équipe fait partie de la prise de décision, quand c'est le temps de les chicaner, tu dis pas « qu'est-ce que je vous avais dit? » Tu fais « qu'est-ce que vous aviez décidé? » Et là, on a toute l'air d'une bande de beignes. Eh oui. Mais tu sais, l'idée, c'est que si vous voyez où est-ce que ça s'en va aussi en tant que bon capitaine, c'est vous avez un rôle de leadership. Okay, de dire, je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction pour telle raison. À ce moment-là, vous avez une discussion avec votre équipe. Puis parlez avec les gens. Prenez la peine. Oui, peut-être ils n'ont pas toutes les informations pour prendre la bonne décision. C'est pas eux autres de la prendre, c'est à vous. Fair enough. Okay? C'est correct. Mais rien ne vous empêche de leur donner l'information, même si vous gardez la décision. Dites-vous une chose, une équipe autogérée est capable de vous amener des pistes de solutions puis vous donner des choix. On pourrait aller dans cette direction-là pour telle raison, celle-là pour telle raison. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas à vous de prendre la décision enfin. Ça veut dire, je préfère celle-là pour telle raison. À ce moment-là, l'équipe comprend votre décision. Elle a aussi plus de contexte sur pourquoi vous avez choisi celui-là que l'autre option. Okay? C'est important. Parce que plus on comprend la situation, mieux c'est. C'est pour ça aussi que dans les bons gestionnaires que j'ai rencontrés, quelque chose de super simple, j'ai connu un gestionnaire qui s'assurait que les membres de son équipe aient un minimum de formation financière. Okay, pour comprendre comment la dynamique d'argent fonctionne dans des projets. À ce moment-là, les décisions que l'équipe prenait étaient toujours vraiment meilleures parce que ça tombait toujours sur la table. OK, est-ce que c'est la meilleure façon, la plus saine pour gérer ce projet-là? T'sais, voici les coûts qu'on va avoir, voici les avantages, voici les risques. Est-ce que ça se balance mieux? Plus votre équipe est supportée correctement puis a accès à ce genre d'informations-là, à ce genre d'expertise-là, meilleures vont être ses décisions, meilleurs vont être vos résultats. Maintenant, il existe des outils utilisés dans le passé qu'on peut utiliser de nos jours, une version modernisée évidemment, absolument, pour être un bon capitaine. Absolument. Et vous ne serez pas surpris de nous entendre radoter sur 3 choses qu'on a mentionnées très souvent. Très souvent. Mais c'est correct. Le premier des outils, c'est la lettre de marque. Bon, la lettre de marque, c'est pas faite par le capitaine, c'est faite par le sponsor, OK? Qui est négocié avec le capitaine, qui va s'assurer que ce qu'il a besoin soit inscrit dans la lettre de marque. Okay? Voyez ça comme le contrat entre la direction puis l'équipe. Donc, c'est pas unidirectionnel, donc. Non, c'est bidirectionnel. Ouais, donc, le sponsor dit ce qu'il veut, et l'autre partie, le capitaine, voici ce dont j'ai besoin. Exact. Parfait. Le but là-dedans, c'est pas de vous battre, savoir qui est-ce qui a gagné la négociation. OK? C'est pas un zero-sum game. Oui. Si vous voyez ce genre de négociation-là comme ça, vous êtes complètement à côté. OK? Si vous gagnez votre négociation, votre projet vient de perdre. Ce que vous voulez, c'est que le sponsor ait plus de chances d'obtenir la valeur qu'il veut avoir, puis le besoin
que son besoin soit rempli. Le capitaine veut avoir plus de chances d'être en mesure de livrer cette valeur-là puis de remplir le besoin. Donc, c'est correct que la négociation elle se fasse, mais dans votre tête, gardez-vous, le gain doit être des deux côtés. Il faut que ce soit viable, il faut que ce soit réalisable, il faut que ce soit soutenable. Soutenable. Un rythme soutenable. Donc, n'hésitez pas à négocier selon ces termes-là. Puis si vous négociez avec quelqu'un qui n'est pas habitué avec cette approche-là, n'hésitez pas d'être 4 sur table en partant. Je veux qu'on gagne tous les deux. Je veux, en fait, pas juste tous les deux, mais je veux que l'entreprise gagne essentiellement. Je veux que tu aies du succès. Pour que tu puisses avoir du succès, je dois avoir du succès. Donc, ensemble, comment on peut aller chercher ce succès-là? Donc, c'est plus de la confrontation, c'est une négociation qui est faite pour créer plus de valeur pour tout le monde, plus d'opportunités pour tout le monde. Et rendir la pointe de tarte. Exact. Ça, c'est la lettre de marque. Le deuxième outil, c'est le code pirate. Le code pirate, c'est le code que l'équipe se dote elle-même pour s'auto-gérer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? S'il y a quelque chose qui arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est essentiellement la dynamique de l'équipe. Tout est dynamique de l'équipe. Qu'est-ce qui est acceptable pour nous? Qu'est-ce qui est inacceptable? Pas pour le sponsor, pour nous. Ouais. C'est local, cette affaire-là. Ça peut se ressembler d'un équipage à l'autre. Mais ça va être différent. Puis là, c'est intéressant parce qu'on m'a souvent demandé, moi je suis product owner, tu sais, le modèle Scrum, est-ce que ça fait de moi un capitaine? Ben, ça peut faire de toi un capitaine. Mais une des grosses différences, c'est que ton product owner n'est pas vraiment dans l'équipe. Si l'équipe elle s'autogère, ça veut dire qu'elle est capable d'opérer sans que le product owner s'en mêle. Et vous voulez quand même avoir ça, mais le capitaine fait partie de l'équipe, lui. C'est-à-dire, quand vous créez votre code pirate, le capitaine doit y être mêlé, doit apporter son apport. Pour donner à l'équipe l'autonomie dont elle a besoin, le capitaine a besoin que ses propres besoins à lui soient adressés. Donc, il faut que ça fasse partie de la discussion du code pirate. Comme n'importe qui d'autre. Donc, utilisez ce code-là pour vraiment travailler vos dynamiques d'équipe. Puis, gardez en tête, le code pirate, c'est pas écrit dans pierre avec du sang, là, OK? C'est fait pour évoluer puis changer selon les besoins ou selon votre réalisation que ça pourrait marcher mieux de telle autre façon. Il faut juste que tout le monde soit d'accord parce qu'il faut que tout le monde le signe. Il faut que tout le monde s'enligne puis dise « voici notre code ». Il ne faut pas que ce soit imposé. Puis un nouveau devrait pouvoir être d'accord et au besoin que ce soit renégocié avec le nouveau membre de l'équipe. Absolument. Et faut-il le rappeler, Code Pirate, c'est pas 45 pages de règlement comme le guide de l'employé. Hein? 10 à 12 règles maximum. Parce que les pirates ne savaient pas lire, ils apprenaient ça par cœur. Exact. Ne pas connaître une règle qui est dans le Code Pirate n'est pas une excuse. Fait ayez-en pas beaucoup puis gardez-le simple. Voilà. Troisième et dernier outil. Un qu'on a parlé aussi très très souvent, c'est la mission. C'est quoi une mission? C'est un objectif qui n'est pas « je veux avoir telle affaire », mais bien « la valeur que je désire obtenir est telle valeur. Voici le cadre que je vous donne. » Bon, comment est-ce que ça se traduit ça en vrai? L'exemple que j'aime donner, c'est celle du site web. Okay? Si vous dites à votre équipe « je veux refaire mon site web », vous allez avoir des nouvelles couleurs, des nouveaux boutons, puis peut-être une couple de petits détails de différence. Si vous dites à votre équipe, mon besoin, c'est que le site web convertisse 30% plus de visiteurs, le résultat va être pas mal différent. Fait qu'essentiellement, la grosse différence, c'est que dans le premier exemple, il disait quoi faire. Dans le deuxième, il disait pourquoi le faire. Exact. Puis le résultat va être très différent d'un à l'autre. Ben, les experts vont faire aller leur créativité puis leur zone de génie, hein? Puis ils vont vous proposer la meilleure solution pour votre besoin. Exact. Fait que ça, c'est la base d'une mission, ça, c'est l'objectif. La deuxième partie de la mission, c'est le cadre. Okay? Je veux telle chose, mais je ne veux pas telle chose. Vous avez tel budget, vous avez jusqu'à telle date pour me le remettre. Vous devez travailler avec tel genre d'outils qu'on n'a pas le choix de prendre pour telle raison. Okay? Les standards aussi, de qualité, sécurité, voici le minimum qu'on s'attend à avoir. Exact. Ce cadre-là, donc essentiellement, ce sont des contraintes et des ressources qui vous sont données. Donc, en utilisant ça, sans dévier des contraintes et puis des ressources, vous devriez avoir assez d'espace quand même pour pouvoir faire aller votre génie, comme dit Olivier, puis sortir des options. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Okay?
Toujours en ayant l'idée de livrer le maximum de valeur, celle qui est indiquée, qui est dans votre objectif. Donc, ça permet à tout le monde de garder le cap et de ne pas s'éparpiller. C'est comme ça qu'on peut obtenir l'autonomie sans avoir le chaos. C'est la mission. Oui, parce que, tu sais, Maurice, je l'ai dit sur LinkedIn la semaine dernière, hein? Il y en a beaucoup quand ils entendent parler d'auto-organisation, d'autogestion. Chaos! Chaos et anarchie! Et il y a aussi beaucoup de médicaments pour l'urticaire qui se vend. Parce qu'on ne veut pas en entendre parler, hein? Ça nous fait faire du stress. Mais, tu sais, Maurice, dans une conférence en ligne où il y avait des petits sondages, j'ai demandé à des gens, qu'est-ce que ça vous dit, vous, l'empowerment? OK? C'est qui est un concept qui est pas vraiment en dessous de ce qu'on propose. Et j'ai eu 3-4 réponses que c'était chaos et anarchie. Eux, ils sont pas prêts. C'est correct. Mais maintenant, pour ceux qui sont prêts, là, qui se pensent prêts, y a-tu des trucs pour devenir un bon capitaine, là, pour essayer d'un matin, là? On essaie quelque chose. Oui. 3 trucs super simples, vous êtes tous capables de le faire. OK? La première chose, c'est de vous rappeler que le rôle du capitaine, c'est de garder le cap. Comprenez la valeur à livrer. Un phare dans la nuit, Maurice. Un phare dans la nuit. M'excuse. Comprenez la valeur à livrer, puis assurez-vous que peu importe ce qui est fait par l'équipe, ça va dans cette direction-là. OK? C'est votre rôle principal. Assurez-vous que cette valeur-là est livrée, qu'elle est livrée souvent, qu'elle est livrée continuellement, puis de plus en plus facilement, idéalement. OK? Donc ça, c'est la première des choses que vous gardez en tête. Si vous faites ça, c'est la façon dont vous allez pouvoir amadouer vos supérieurs, amadouer les autres équipes, amadouer votre équipe en montrant du succès constamment. C'est ça que vous voulez avoir. Deuxième truc, OK? Agir avec ses employés comme s'ils pouvaient vous jeter par-dessus bord. Il y en a que c'est le cas. Ils sont grands, ils sont musclés. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début de l'émission avec les capitaines corsaires, ceux qui avaient la lettre de marque qui décidaient qui était le boss. OK? Pas d'élection, je prends la tête, je prends la place. Ça meurt dans un accident assez souvent. Assurez-vous que vous êtes le genre de capitaine que votre équipe a envie d'avoir. OK? Des gens qui vont pouvoir les amener vers le succès. Pas qu'ils vont faire tout ce qu'ils veulent, qui va les amener vers le succès, qui va leur montrer la voie, qui va se battre pour eux, pas contre eux. OK? Vous êtes dans la même équipe, vous êtes dans le même groupe. S'il y a un bloquant quelque part, c'est à vous, capitaine, d'aller faire quelque chose. Oui. Puis ça a intérêt à pas être vous, le bloquant. Ça a intérêt à pas être vous. OK? Donc, écoutez notre épisode sur comment on peut faire pour gérer une équipe de bénévoles. Traitez vos employés comme s'ils avaient le choix d'être ailleurs, qu'ils vous doivent rien. À ce moment-là, c'est là que vous allez avoir la meilleure adhésion à ce que vous faites parce que vous allez changer votre stratégie. OK? Gardez ça en tête. Toujours agir avec vos employés comme s'ils pouvaient vous jeter par-dessus bord. En fait, ça fonctionne super bien quand le modèle Corsair marche à 100 000 à l'heure, puis ce sont les employés qui vont dire qui est-ce qu'est leur capitaine. Là, il est possible de le remplacer. Troisième truc. Votre rôle, c'est d'apporter le succès, pas de punir l'échec. Toujours garder ça en tête. OK? Évitez de faire des chasses aux sorcières. C'est pas important pourquoi est-ce que ça a échoué, c'est qui était le responsable. Ce que vous voulez faire, c'est poser la question. Notre système, la façon dont on travaille ensemble, a permis cet échec-là. C'est un échec qui est collectif. C'est-à-dire, si Olivier a mal fait son travail, ou si Olivier a fait une erreur, ou si Olivier n'avait pas la compétence pour faire ce qu'on lui a donné, c'est pas Olivier qu'il faut blâmer. Il faut qu'on regarde notre système. Pourquoi Olivier a été mis dans cette position-là? Pourquoi Olivier avait personne pour le supporter? Pourquoi personne n'a vu l'incompétence incroyable que tu avais dans ton poste? Cause de COVID puis le travail à distance. C'est pas une excuse. OK? S'il faut, là, mettez vos gens en body, OK? Qu'il n'y ait pas personne qui travaille sans que son travail soit pas revu par un autre de ses collègues. Puis, en fait, ça devrait être une habitude que vous avez tout le temps. Ouais. OK? Vous faites quelque chose, montrez-le à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait-tu du sens? C'est ça qui est mon plan avant que je me lance dedans. Est-ce que je suis fou? Oui. Hey, je regarde mes résultats, puis il me semble que c'est pas ce que j'avais pensé que ce serait. Bob, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi ça donne ça? On n'est pas pire là-dedans, nous autres. Oui, On est pas juste pire. deux. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que je demande? Mais prenez cette habitude-là, tout le monde peut prendre de cette habitude-là, puis vous, en tant que capitaine, assurez-vous que cette habitude-là est prise par vos employés. C'est pas à vous de tout vérifier un morceau après l'autre. Ils sont capables de faire ça, c'est des grandes personnes.
OK? Ce que vous voulez, c'est que ça y ait été fait. Ce que vous voulez, c'est quand il y a un problème comme ça, que personne soit rendu à pointer quelqu'un du doigt. Mais qu'ensemble, ils disent, bon, d'abord, on va régler le problème. Après ça, on va trouver la source, la cause racine de ce problème-là. Puis on va améliorer notre système pour plus que ça se reproduise. Ça arrête d'être un jeu de savoir qui blâmer puis qui punir. Puis ça devient comment, en tant qu'équipe, on devient meilleur puis on répète pas les mêmes problèmes. 3 trucs. Super simple. C'est plus simple que ce que ça sonne. OK, j'explique trop long. Mettez ça en place. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment, venez nous voir, on va vous aider avec ça. Puis, devenez un bon capitaine. Que vous en ayez le mandat ou pas, que vous ayez parlé de l'approche corsaire avec les gens autour ou pas, rien ne vous empêche d'être un bon capitaine. Puis si vous l'êtes, vous allez être un bon boss. Vous allez être un bon gestionnaire, vous allez être apprécié, vous allez apporter des résultats de façon fiable, puis vous allez avoir une équipe kick-ass. Bonne utilisation de kick-ass ici. Maurice, si les gens veulent nous poser des questions parce que ils veulent être un bon boss, comment ils font? Ils nous écrivent. Hein? Vous pouvez nous contacter par courriel à ahoy, AHOY, à commercial gopirate.com. Venez nous chercher sur LinkedIn. On est obsédé par LinkedIn. Lui, il l'est. Moi, je suis juste là parce que tout le monde m'écrit là-dessus. Venez nous réveiller sur Facebook aussi. On dort un petit peu trop au gaz là-dessus, au charbon même. Mais on travaille très fort. Ouais. Hein? Puis, Twitter si vous voulez, là, mais on est plutôt passif. Ça marche pas fort pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On n'est pas méchants, on ne mord pas personne. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici maintenant ont eu droit à 15 minutes, une demi-heure, 1 heure à jaser avec nous autres. Ouais. N'hésitez pas, on va trouver du temps pour vous aider. Puis sinon, on va vous charger pour. Mais comme je dis souvent, les pirates s'occupent toujours de leur monde. Oui, oui. On veut que vous ayez du succès. Donc, Ouais. on va s'arranger pour que vous en ayez. La seule limite qu'on tolère pas, c'est à partir du moment où ce que vous commencez à extraire le plus possible d'informations de notre part sans vouloir nous payer pour qu'on vous aide. Autrement, on aide tout le monde. Exact. Donc, quand ça commence à ressembler à un cours, là, on va peut-être vous charger. Bon, là-dessus, les pirates et Maurice, on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao! Bye.